Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, vous avez la désignation du colistier ou de la colistière du président Patrice Talon. Les quotidiens en parlent de fond en comble ce matin du plafond au plancher. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques unes de journaux pour prendre le pouls de l'actualité politique nationale ce mardi au Bénin. Dans le débat ce matin, nous ferons un décryptage de l'émission du professeur Joël Frédéric Aïvor, laquelle émission du dimanche dernier. Le professeur Joël Aïvor a eu à dire un certain nombre de choses que nous allons revenir dessus ce matin. J'ai choisi pour vous 3 passages. Il a dit, je cite, « Le 6 avril, nous allons installer un nouveau chef d'État. Je souhaite que cela se passe dans la joie et dans l'allégresse. Le Bénin qui a été révélé ne plaît pas aux Béninois parce que c'est un Bénin d'injustice sociale et d'injustice politique. Les décisions qui ont l'ambition de durer doivent être consensuelles. Elles doivent avoir l'adhésion du plus grand nombre. » Et pour le décryptage de ces propos, je reçois pour vous ce matin, chers amis internautes, Georges Anagonou sera face à Alphonse Moïse Soudé. Mais avant, à suivre le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, qui sera présenté par Atifa Olafa. Il nous fera le compte rendu de l'Assemblée générale de l'Association des couturiers, modélistes et stylistes du Bénin, laquelle assemblée a été effectuée hier. Kales Kitoumé a suivi de très près cette actualité pour vous, chers amis internautes. À suivre également les impressions de Mariam Chabi Talata après sa présumée désignation comme colistière du candidat Patrice Talon à la présidentielle prochaine. À suivre également Maître Abraham Zizokoué, deuxième vice-président du parti politique Union Progressiste, qui narre le processus qui a échoué, lequel processus qui avait pour but de désigner le colistier du président Patrice Talon entre Saka Lafia et Robert Guyan. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. Vous suivrez également, bien évidemment, les prévisions astrologiques de ce matin qui seront présentées par Nansrine Fatoumbi. Juste après le jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette, annoncé comme colistière de Patrice Talon, Mariam Chabi Talata parle de surprise. La vice-présidente du Parlement attend une offre officielle. Des précisions sur ses propos à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré en deuxième titre à la une ce matin, accusé de sévices corporels, un chef d'arrondissement de Soava en garde à vue. Des détails sur cette information à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin, Université d'Abomey-Calavi. Le recteur a annoncé de nouveaux horaires. Lesquels horaires vous sont révélés à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, retrait des formulaires de parrainage. La Commission électorale nationale autonome Sénat n'attend plus que 3 élus. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel
ESAE. Fraternité en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, lors de la pré-campagne des erreurs à éviter. Les précisions sur ce titre, l'article à lire, j'allais dire, à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité, qui a titré en deuxième titre à la une ce matin, 10e jour du retrait des formulaires de parrainage. Un député et deux maires se font toujours désirer à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'économiste en manchette ce matin, troisième rencontre du marché des titres publics, dialogue fécond entre émetteurs et investisseurs de l'UEMOA. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel titre ce matin en manchette. Présentation de vœux au président du PSD à Kouékamé, Emmanuel Golo et ses militants unis pour un même combat. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, élection professionnelle au Bénin. CSTB, CSA Bénin et COSI Bénin désormais représentatives. L'UNSTB et la COSI Bénin réalisent un bon score. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, insécurité à Tcharou. La police arrête un présumé braqueur et saisit ses armes. La dépêche en manchette ce matin pour une élection présidentielle inclusive, juste et transparente. Le parti politique Les Démocrates exige le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, les élections professionnelles remportées par la CSTB. L'article à lire à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le pays émergent en manchette ce matin, business autour du festival Africa Vaudou aux États-Unis. Notre compatriote Denis Assongba cité dans une affaire d'escroquerie au Togo. De nombreuses femmes victimes menacent l'Interpol togolais bientôt à ses trousses. Des détails sur cette affaire à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à La Cloche qui titre en manchette ce matin, vacances au poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale, le bal des prétendants à la succession ouvert. Le Canard présente en manchette 3 présumés candidats avec en ligne de mire Issa Salifou. Nous passons à présent à le révélateur du jour. Élection professionnelle nationale par vote électronique. Un coup de maître pour le gouvernement du président Patrice Talon. L'image de la ministre de la fonction publique affichée et brandie. Matin libre en manchette ce matin. Construction du marché de gros d'Akasato. Les travaux préliminaires sous haute surveillance policière. Les détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Énergie électrique. Les nouveaux tarifs de la SB2E où sont détaillés à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien national d'information, mais avant, découvrons la manchette de ce matin de Nord Sud Quotidien qui titre Balance des paiements du Bénin à la BCEAO. Un excédent de 45,550 milliards de francs CFA dégagé en 2019. Un excédent de 45,550 milliards de francs CFA dégagé en 2019. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. La Nation en manchette ce matin. Perspective économique du Bénin. Les grands axes de la gouvernance 2021-2023 vous sont présentés à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Présidentielle 2021. La date du congrès décisif du PRD connue ce mardi. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Sur les levants en manchette ce matin, la PVP du Parlement surprise d'être désignée colistière de Patrice Talon. C'est une surprise pour moi aussi. Mariam Chalabi Talata a-t-elle dit hier à la Commission électorale nationale autonome. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien, c'est bel et bien le quotidien Soleil Levant. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, valorisation de la femme à travers le poste de vice-présidence. Ayadi décerne un satisfecit à Patrice Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Présenté au procureur Mentonou hier, l'ex-régisseur du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente et informatisée COSLEPI déposé à la prison civile d'Accro-Misrété. Le matinal pour mettre en terme à la une des journaux de ce matin, rencontre entre le COS et le cadre de concertation sur l'actualisation du fichier électoral. La liste électorale permanente informatisée consensuelle en temps et en heure. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre, en deuxième titre à la une ce matin, championnat communal de jeux de pique. Charles Toko parraine les jeunes de Parakou, l'ancien maire désormais actif sur le terrain social. Le compte rendu de ces activités à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui trouve que la 3e édition des élections professionnelles, le succès du vote électronique, le gouvernement avait vu juste. L'article rédigé à cet effet est à découvrir à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme vous le savez très bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles via Internet pour ceux qui ont un site Internet. Nous passons à présent au bulletin matin d'information de ce matin qui est une présentation de Atifa Olafa.
Bonjour à toutes et à tous. 6 mois après l'installation du nouveau bureau, l'Association des créateurs de mode du Bénin s'est réunie ce lundi 25 janvier au restaurant Le Maquis du port de Cotonou pour faire le bilan des activités menées et se projeter dans l'avenir après avoir subi les effets néfastes du coronavirus. Le reportage est signé Carles Kitomé. Depuis le 20 juillet passé, vous aviez confié les destinées de notre association à ma modeste personne. Merci pour vos soutiens à divers niveaux, pour les conseils. À l'unanimité, vous avez cru à ma personne en m'apportant vos conseils et soutiens. Je suis encore ouvert à les accepter. Et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Sur ce, notre AG, elle est ouverte. Félicien Casterman, le président de l'Association des créateurs de mode du Bénin, ACMB, a ainsi lancé les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de ce 25 janvier. 6 mois après son élection, le bureau exécutif de l'ACMB a déjà réalisé plusieurs des activités prévues dans son plan d'action. Le marché de fabrication des masques normés à nous confié par le gouvernement de la République du Bénin, le Bénin Masque Tour qui a consisté à faire des dons de masques à plusieurs institutions et dans plusieurs localités du Bénin, notre participation à la spéciale édition du mois de la mode en plein Covid, le toilettage de nos tests qui nous a conduit à notre mémorable Assemblée générale élective du 20 juillet 2020, qui a consolidé les acquis de notre très chère association, suite à laquelle un bureau directeur a été élu pour conduire la destinée de l'association durant 5 ans. À la composition de son cabinet, constitué de 3 postes clés, à l'aménagement du siège de l'ACMB. De même, l'ACMB a prévu nombre d'activités de formation pour l'efficience de ses membres. Nous ambitionnons cette année, suite à notre visite chez les membres de l'association, d'instaurer un projet d'équipement des ateliers de nos membres en fonction des besoins de chaque entreprise, d'initier une fois annuelle 100% ACMB, de mettre en place un système de formation annuel afin de tous nous mettre à niveau pour faire face aux défis technologiques qui s'imposent à nous aujourd'hui. Au cours de cette assemblée, les créateurs de mode du Bénin ont reçu leur carte de membre multifonction et les mérites des icônes de la profession ont été reconnus et matérialisés par la délivrance d'accréditation à 8 personnalités de la mode béninoise. Distinction remise par le président Félicien Casterman et le président de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, Imoru Sofiano. De 1960 à nos jours, aucun créateur béninois n'a jamais été décoré à titre honorifique. Je me suis dit personnellement, quelque chose a manqué. Peut-être ce qui avait manqué, c'est qu'on n'était pas ensemble, vous et moi. Vous vous êtes donné à 100%, 1000% s'il faut le dire, 1000 pour 1000 s'il faut le dire, à ce métier. Vous méritez beaucoup plus. Alors, moi, ça va être ma manière de toucher plus d'un à nos dirigeants, naturellement, pour qu'on puisse leur dire, après les médecins, c'est les créateurs de mode. Mieux se vêtir, s'asseoir. On doit penser à nous, on doit nous honorer parce qu'on le mérite. Sans nous, aucun chef d'État, ministre, différents niveaux où ils sont, ne peuvent aller au bureau travailler. C'est nous qui les habillons. Alors, pour une première, j'ai décidé, le bureau et moi naturellement, d'accréditer certains collègues aînés. Pour une première, seulement 8 collègues qu'on va accréditer à CMB. Vous le méritez. Vous êtes trop donné pour ce métier. Alors, les noms qu'on va accréditer
désormais par ACMB pour une première d'abord, Madame Pépita D, Didier Fabrice, Lolo Andoche, Enel Mout, Gerba Edis, Albert Salakon, Madame Cécile Eddy. Omi Allé, 3e millénaire. Didier Fabrice Mensan et Pépita ont exprimé leur satisfaction pour les réalisations du bureau et la reconnaissance dont ils ont fait l'objet. Ils étaient au micro de Carles Kitome. C'est impressionnant. Je découvre au jour le jour mon association. L'accréditation dont vous venez de parler, ça a été à la fois pour moi une surprise et tout à fait normal. Parce que quand vous êtes dans un métier et que vous vous retrouvez avec 3 décennies dans le dos, ça veut dire que vous aviez été dans un parcours. Et normalement, ce parcours devrait être remarqué par les autorités, parce qu'on a des autorités de tutelle qui dirigent notre secteur. Et vous voyez, ce sont ces personnes qui devraient le remarquer. Le bureau actuel appréhende la nécessité de décerner ce prix, cette distinction aux méritants. Eh bien, je leur tire chapeau et je me réjouis. Ça veut dire que travailler, c'est une bonne chose. Et être fidèle à ce que l'on fait, c'est très bien. J'avoue que j'ai été surprise et c'est un geste qui m'a beaucoup touchée. Et c'est une reconnaissance du travail que nous créateurs nous faisons. Et en tant que pionnière au Bénin, je fais partie des créateurs qui ont été accrédités ce jour par la CMB. C'est une belle démarche. Et c'est dommage que ça soit au sein de l'association que ça se passe, que ce soit les créateurs eux-mêmes qui reconnaissent le travail et la valeur de ce qui a été fait par des collègues à eux. Mais je pense que c'est un bon début, que c'est un bon départ et que les institutions qu'il faut vont leur emboîter le pas pour qu'il y ait une reconnaissance, je vais dire, sur le plan national et du travail qui est fait dans notre secteur. Donc c'est vrai que nous sommes dans une projection très élargie, une projection de formation concernant tous les membres. Et j'ai cru entendre dans les déclarations quelqu'un qui a dit qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. Et comme ça se dit dans notre langue vernaculaire, souhait et non souvent, et non mouvant. Si au sein d'une association, les dirigeants se concertent pour sortir des séances de formation à l'endroit des membres de cette association, c'est très bien. Ça me correspond très bien. Je suis très fier de ce qui se fait. Je suis très contente de ce qui a été fait parce qu'il y a un dynamisme qui s'est développé malgré l'année du Covid que ça a été. Et on a beaucoup bougé au sein de la CMB. Et la nouvelle équipe, le nouveau bureau qui travaille, ne dort pas ou bien ne lésine pas sur les moyens. Ils y vont parce qu'on a de grandes ambitions au sein de l'association et on veut atteindre des objectifs. Donc c'est des faits que je soutiens énormément et je vais encourager les membres du bureau à continuer dans ce sens-là. Parlons éducation à présent. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, s'engage dans une dynamique continue de modernisation du premier diplôme universitaire, conformément aux exigences actuelles d'une part et celles communautaires d'autre part. À la faveur d'une conférence de presse, le DOB a exposé aux professionnels des médias le processus d'inscription, les pièces à fournir, les innovations et la date butoir des dites inscriptions en ce qui concerne l'édition 2021 du baccalauréat. Si au cours de l'édition précédente, la dématérialisation n'a pas permis l'inscription en ligne des candidats officiels, contrairement aux candidats libres, l'inscription à l'examen du baccalauréat 2021 se fera dans une certaine mesure en ligne. Pour plus d'explications et de détails, je vous invite à suivre Alphonse Da Silva au micro d'Abdelkader Achiro. Les inscriptions
au baccalauréat 2021 se font par les chefs d'établissement pour les élèves des classes de terminale et les candidats libres qui individuellement doivent aller sur la plateforme de l'office du baccalauréat et constituer leur dossier à déposer auprès des représentants de l'office du baccalauréat et qui sont présents dans les 12 départements actuellement. Moi-même, je viens de Parakou où j'ai pu constater le bon déroulement des inscriptions. Cette année, le processus d'inscription est entièrement dématérialisé, aussi bien pour les candidats officiels que pour les candidats libres. L'office du baccalauréat récupère globalement auprès des candidats l'acte de naissance, puisqu'on veut voir l'acte de naissance papier, et le formulaire d'inscription. Donc tout se fait de manière dématérialisée. Nous sommes à l'époque du Covid et nous voulons préserver aussi la santé des candidats. Et nous recevons les dossiers en ligne et cela se passe plutôt bien. Ça va aussi dans le sens des réformes de l'UMOA, puisque nous sommes membres de l'UMOA. Il y a le bac UMOA qui doit avoir lieu normalement d'ici 2024-2025 et je crois que nous serons parmi les premiers à emprunter cette voie. Bien, alors il y a la carte d'identité. La carte d'identité, cette pièce est présente dans les dossiers afin de lutter contre certaines fraudes. Parce qu'il y a de faux candidats qui peuvent venir avec les cartes d'identité d'autres. Mais maintenant, ce stratagème ne marche plus au niveau de l'office du baccalauréat. Et ce document permettra aux candidats de s'inscrire en bonne et due forme. Il n'est pas question de rejeter les dossiers, puisque tout se fait en ligne. En ce qui concerne la carte d'identité, l'autorité nous a dit que cette année, il y a quelques problèmes. Nous avons pris ça en compte, si bien que le récépissé suffit. Certification d'identité personnelle. Donc, nous serons regardants pour que de faux candidats ne viennent pas, effectivement, alourdir le taux d'échec. Nous serons regardants et avec les autorités, et compte tenu du fait que c'est une réforme qui prend corps, nous allons regarder ça de près et il faut remercier le gouvernement pour la délivrance des actes de naissance sécurisés. Ça permet effectivement aussi dans l'espace UMOA de faire en sorte que nous sommes quand même à la pointe en ce qui concerne la dématérialisation. L'inscription au baccalauréat prend fin le vendredi 29 janvier 2021 à 18h30 précise. Vous savez, la rigueur est de mise et durant notre tournée, nous avons signifié cela à tous les candidats, à tous les chefs d'établissement et les DEDEPS que nous devons remercier pour leur collaboration et qui ont fait le travail du terrain. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué à Parakou, il y a 48 heures, tout se passe plutôt bien. Et je voudrais appeler tous les candidats à s'inscrire pour que nous puissions avoir des candidats qui vont réussir et pour que nous puissions avoir des candidats qui ne prêtent pas les noms d'autres candidats pour pouvoir réussir. Voilà donc ce que nous avons fait pour que le bac de cette année soit aussi à la hauteur du bac de l'année dernière et qui, malgré la pandémie, nous avons pu organiser ce bac-là et je le répète toujours, c'est grâce à la pugnacité du chef de l'État qui, dans l'espace UMOA, a été le premier à dire que le bac aura lieu. Et lorsque nous avons commencé à nous préparer, en dépit de Covid-19, mais évidemment nous avons pris les dispositions, masques, mesures barrières, etc. Tous nos collègues de l'espace UMOA aussi ont pu faire leur examen en bonne et due forme et à temps.
Donc je salue les autorités pour cette pugnacité et je crois que le bac de cette année aussi sera une réussite. Quittons le secteur éducatif, parlons politique à présent. La désignation de Mariam Tchabi Talata comme colistière du candidat Patrice Talon à la présidentielle de 2021 n'est pas encore officielle. En revanche, le deuxième vice-président de son parti politique, l'Union progressiste, Abraham Zizindouroué, a justifié le choix de Mariam Tchabi Talata. Au micro d'Abdelkader Achirou, il a fait savoir que le processus de désignation du colistier du président Patrice Talon a connu un blocage lors du vote. Et face à ce blocage, l'avis du chef de l'État a été sollicité. Ce dernier, pour départager, a introduit le critère du genre dans le processus de désignation. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre Abraham Zizindouroué qui nous expose les coulisses du processus de désignation qui a été infructueux. Pour rester fidèle quand même au système partisan, car n'oublions pas, la réforme, c'est pour enraciner les grands partis politiques, les partis d'envergure nationale. La réforme du système partisan, c'est cela. Mais sachez que l'élection présidentielle, c'est un homme, un individu, un homme en duo, en solitaire, face à son peuple, face à la population. Il fallait donc allier cet impératif constitutionnel à la logique partisane de la réforme. Évidemment, il a demandé aux partis qui le soutiennent de désigner son colistier, de désigner en notre sein celui ou celle qui pourrait le seconder pour la bataille qui s'annonce. Évidemment, il y a deux grandes formations qui ont cet avantage, c'est l'Union progressiste et le Bloc républicain. Je n'ai rien à vous cacher. Nous sommes allés en primaire, en élection primaire. Le chef de l'État, notre candidat, pour tester nos convictions, nous a donc demandé, deux grandes formations qui le soutiennent, de lui trouver un candidat au poste de vice-président. Pour pouvoir dégager un candidat, nous sommes obligés de faire les primaires. En notre sein, à l'Union progressiste, il y avait un certain nombre de candidats. C'était environ une demi-douzaine. De l'autre côté du BN, je ne connais pas le nombre de candidats qu'il y avait. Bref, à notre niveau, notre joker, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur. Du côté du BN, leur joker, c'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc entrés en conclave. Nous avons échangé. Nous avons mis des critères, une procédure qui pourrait nous amener à nous départager. Nous avons fini par engager le vote après plusieurs jours, plusieurs journées, plusieurs séances de discussion. Quand on est entré en conclave, on est entré en vote. Nous avons fait pas moins de 3 tours de vote. Le résultat est demeuré le même, 17 pour l'un, 17 pour l'autre. Nous étions incapables, nous était impossible de dégager un seul. Et ça, je peux vous dire que c'est un test. C'est un test qui est fait au niveau de nos deux formations pour voir à quel point, et je peux dire, pour moi le test c'est bon, quoi qu'on dise, parce que
on aurait dégagé quelqu'un, ça aurait été bon. Ça veut dire qu'on serait arrivé à un consensus. Hein? On se serait compris. Quelqu'un aurait fait un sacrifice au bénéfice de l'un des deux finalistes. Ça aurait été la meilleure solution, certes. Mais vous savez que la logique partisane, la discipline du groupe, du parti, a prévalu ici et chaque camp est demeuré sur sa position. Ce qui explique ce score 17-17. À partir de cet instant, la désignation nous échappe désormais. Notre candidat, chef de l'État, a repris la main. C'est ça que depuis quelques jours, on entend par-ci, par-là. Il lui reviendra de nous dire qui est son colistier ou qui est sa colistière. Il y a beaucoup d'éléments, mais c'est à lui. J'ai dit, même si je le savais, je ne le dirai pas, par respect pour l'autorité. Il revient au président de dire qui est son ou qui est sa colistière. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Anago Georges, bonjour. Bonjour, Kader. J'ai failli vous appeler Joseph Anago. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il était avec nous hier matin. De toute façon, c'est un frère. Et bonjour aux auditeurs de ESAE TV et surtout aux internautes qui suivent. Alphonse Moïse Soudé, bonjour et merci pour le sacrifice constant. Bonjour à vous, Pas facile de se réveiller tous les matins à 7h. Ben oui, non. Moi, je suis habitué déjà à 4h, je suis debout. Donc, la vie appartient C'est pas mon cas. À ceux qui se lèvent tôt. Oui, il faut se lever tôt. Il faut se lever très tôt. Alors, hier, nous avons commencé le décryptage de l'émission qui a été effectuée par le professeur Joël Frédéric Aïvo, laquelle émission a fait couler beaucoup d'encre et de salive et continue même de susciter beaucoup de commentaires sur la toile. Mais dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, lorsque le professeur Joël Aïvo dit que le 6 avril, nous allons installer un nouveau chef d'État, je souhaite que cela se passe dans la joie et dans l'allégresse. Qu'est-ce qu'il insinue ? Lorsque l'on sait que les élections sont prévues pour le 11 avril et que les institutions ont inclus cela dans leur calendrier. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, constater avec tout le monde que la presse béninoise a fait son choix. Quand vous regardez la presse béninoise d'hier matin, le lundi matin, quand vous regardez la une de la plupart des journaux, il n'y a que 2 ou 3 journaux qui aient parlé de la sortie du professeur Joël Aïvo. On a l'impression que la presse a fait déjà son choix et ne veut point accompagner autre candidat que Patrice Talon. C'est vrai que le professeur Joël Aïvo, quand vous le suivez dans l'intégralité de l'émission, le professeur Joël Aïvo veut faire de la politique vertueuse. C'est-à-dire que la politique au vrai sens du mot, l'art de gérer la cité. Mais malheureusement, le professeur Joël Aïvo doit constater qu'au niveau de la politique, il y a des tordus, il y a des pervers qui font la politique autrement. Quand il dit que le 6 avril, nous allons installer un nouveau président, constitutionnellement, c'est ce qui est. Et le chef de l'État, normalement, quand il a prêté serment le 6 avril 2016 à Porto Novo, devrait avoir signé un procès verbal qui dit que son mandat prend fin le 5 avril à 0h. Et si ce procès verbal a été signé, c'est qu'on devait le lui opposer pour dire, Monsieur le Président, vous devez organiser les élections avant le 6 avril pour que le 6 avril, à la première, nous puissions avoir un nouveau président. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Et si le professeur Joël Aïvo, il parle en tant que constitutionnaliste, il parle en tant que sachant. Mais quand nous rentrons dans les affres de la politique... Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'homme est désireux, le désir irrésistible d'être président de la République, est-ce que nous pouvons toujours voir ses propos comme un technicien ou comme un politique? Oui, c'est pourquoi je vous parlais de la politique vertueuse. La politique vertueuse, c'est le respect de la parole donnée, c'est le respect des normes sociales, c'est le respect des engagements pris. Malheureusement, cette politique vertueuse que prône le professeur Joël Aïvo n'est plus de mise chez nous. Donc, les gens l'ont écouté, les gens ont même se sont attaqués à lui
dans des journaux, sur les plateformes. Donc aujourd'hui, on trouve que le professeur Joël Aïvo est dans un autre monde. Surtout quand vous suivez l'émission organisée par le professeur Victor Prudent Tokpanon, qui ne dit pas la même chose, qui estime que rallonger le mandat de 45 jours n'est ni illégitime ni illégal. Ni illégitime ni illégal. Alors, Georges Anagonou, le 6 avril, nous allons installer un nouveau chef d'État. Je souhaite que cela se passe dans la joie et dans l'allégresse. Professeur Joël Frédéric Aïvo a-t-il dit? Quel est votre commentaire sur ce bout de phrase choisi? Merci beaucoup. Et il faut d'abord reconnaître que le professeur Aïvo est dans son droit. Il est dans son droit et il reste, comme il le disait tout à l'heure, droit dans ses souliers. Pour dire qu'il est candidat. Est-ce que dans ces propos, on ne peut pas y voir des manœuvres politiques? Non, je viens. On va analyser. Et ça, d'ailleurs, Alphonse disait quelque chose. Je pense que c'est ceux qui ne sont pas intelligents qui ne vont pas prendre au sérieux la sortie du professeur Joël Aïvo. C'est ceux qui ne sont pas intelligents et ceux qui ne sont pas habitués au débat politique, au débat démocratique, ils peuvent ne pas prendre au sérieux. Moi, je vais vous donner, je fais une confidence. Depuis que le professeur Joël Aïvo est passé sur son émission, j'ai déjà réécouté l'émission plus de 3 fois. Parce que ma méthode à moi, c'est d'écouter mon adversaire, de le suivre dans les méandres possibles pour pouvoir détecter de ce qu'il est en train de dire, ce que moi je peux lui répondre. Mais si vous ne faites pas cette démarche-là et qu'il fait une émission tout de suite, vous ne pensez pas. J'ai entendu des gens qui ont dit, mais il n'a pas présenté un projet. Un projet pourquoi? Un projet pourquoi? Joël est un opposant au régime en place et quand il est venu dire à la fois de tout le monde qu'est-ce qu'il reproche à ce régime-là. Nous n'étions pas encore à l'heure de déclaration. Est-ce que ce n'est pas judicieux de présenter également? Parce que généralement, non, les gens confondent les choses. Le procès qui est fait à l'opposition, c'est que tout le temps, on ne fait que dire la démocratie est en danger, il y a mal gouvernance, mais on ne va pas de façon spécifique sur des données. Vous allez me comprendre. Chaque chose en son temps. Il n'a pas manqué d'annoncer les grandes lignes. Ce que je voudrais dire, c'est que nous devons prendre cette émission-là. En tout cas, les gens de notre camp, enfin, les gens du camp présidentiel, la décortiquer, choisir les moments les plus pertinents de ce débat et se préparer pour aller et répondre à ça. C'est pour ça que lorsque Joël dit le 6 avril, il y aura un passage dans l'allégresse, ce que je retiens d'abord, c'est qu'il se dit que les élections seront aussi une période de fête comme le chef de l'État actuel, Patrick Talon, voudrait que ça soit. Moi, je retiens d'abord ça. Et donc, il estime qu'il n'y ait pas de violence qui soit en matière électorale. On peut avoir un nouveau chef d'État lorsque le premier tour de l'élection est prévu pour le 11. C'est parce que Kader ne soit pas pressé. Okay. C'est vrai que je t'avais dit que ton plateau ne va pas suffire pour décortiquer l'émission de Joël Aïvo. Donc, celui qui conteste, il a toujours contesté le rallongement du mandat actuel. Donc, il reste dans sa posture pour dire, puisqu'on ne doit pas rallonger et que le mandat pour eux finisse rigoureusement le 5 avril, ceux qui ont modifié la Constitution n'ont pas perdu de vue le fait que le mandat finit rigoureusement. Seulement, pour raison d'alignement des mandats, d'alignement justement des mandats, pour qu'en 2026, nous puissions commencer par avoir une année électorale pour faire économie. D'abord que les gens retiennent ça. Le président Patrick Talon, c'est un président qui tient beaucoup à l'économie. Il veut faire l'économie sur tout ce qui est possible pour pouvoir prendre l'argent pour aller faire la reconstruction nationale. D'accord? Donc cette idée-là aussi a guidé dans cette modification-là, dans cette constitution relue et corrigée pour 2019. Donc, dans cette posture-là, ce que les gens ne disent pas, nous avons tout le temps dit que les élections nous coûtent cher, nous devons faire quelque chose. Mais qui est-ce qui a déjà proposé quelque chose de pertinent et qu'on a essayé? Personne jusque-là. Et même ceux qui parlent pour dire qu'on ne doit pas faire l'alignement en rallongeant le mandat du chef de l'État actuel ne proposent pas autre chose à la place. Mais ça fait 30 ans que ça dure. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir choisir quelque chose
pour essayer. Peut-être que d'autres, ils ont d'autres solutions, ils n'ont qu'à dire. Donc, le débat de Joël Aïvor reste campé à cette situation-là pour dire il n'est pas question d'aller au-delà du 6 avril pour prêter ses mains. Mais vous voulez qu'il dise autre chose, encore qu'il est un technicien constitutionnaliste et il sait ce qu'on peut modifier ou ce qu'on ne peut pas modifier. Seulement, nous sommes dans une situation de contingent politique. Et à ça, je sais souvent que le débat dépasse les constitutionnalistes. Le débat dépasse les juristes. Nous ne sommes plus. Et lui-même, il a dit, à un moment, les gens n'ont pas suivi. Quand il a commencé son émission, par rapport au fait que le chef de l'État n'a pas respecté sa parole, il dit, je ne veux pas faire un débat juridique. Si c'est un débat juridique, ça n'a même pas de raison d'être, puisque la Constitution permet au président Patrice Talon d'avoir un second mandat. Mais il reste sur un débat moral. Mais moi, j'avais déjà dit sur un plateau, il y a peut-être 4 mois, sur un plateau, peut-être une chaîne concurrente à vous, pour dire, quittons le débat juridique. Maintenant, question de morale, c'est personnel à chaque individu. Personnel à chaque individu. À partir de ce moment-là, laissons le président Talon avec sa conscience. S'il pense qu'il a touché. Mais ce dont nous devons nous attacher, c'est que la Constitution lui permet d'être candidat. Et j'ai aimé quand Joël, dans son débat aussi, a dit ça. C'est être légaliste. C'est toujours être légaliste, comme je le disais, de dire, eh bien, le 6 avril, nous aurons un nouveau président de la République. Ça ne dérange pas qu'ils le disent. Non, c'est ce que je disais. J'ai dit, nous sommes dans une situation politique, nous sommes dans un contingent politique qui fait qu'on ne peut plus respecter. Le premier tour est prévu pour le 11 avril. Vous savez, moi, ce qui me dérange, il y a un manque de pédagogie. Quand vous écoutez les universitaires, les politiques, on ne forme pas la génération à venir sur ce qui est. Parce que si vous suivez les uns les autres, chacun tire le drap de son côté. Ça nous dit réellement ce qui est vrai. Est-ce qu'on peut dire que, est-ce que vous insinuez que chacun donne que des positions techniques mais partisanes? Non, des positions techniques. Chacun vient, ce sont des doctrinaires. Chacun vient défendre sa doctrine. Mais la génération, parce que, qui vous souvient que la majorité de ceux qui font la campagne, de ceux qui votent, ce sont les jeunes. Il faudrait qu'on leur explique qu'est-ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, j'estime que nous avons dépassé le débat académique. Nous avons dépassé les doctrines. Il revient aux hommes politiques. Si tant est que nous voulons que l'élection présidentielle soit une fête, il y a que nous sommes habitués à ce Parlement-là qui fait des modifications nuitamment. Il faudrait que les hommes politiques prennent leurs responsabilités. Parce qu'à un moment donné, nous risquons de ne pas avoir en face du président Patrice Talon des candidats sérieux. Parce que les autres vont dire, nous n'irons pas quémander le parrainage. Si c'est tant que nous voulons une fête pour l'élection présidentielle, on doit pouvoir libérer les signatures. Malheureusement, l'Union progressiste fait sa loi face à la parole du chef de l'État. Et là, il va falloir qu'on nous dise qu'est-ce qui doit être fait. Parce que le temps passe, le professeur Joël Aïvor l'a rappelé. Bientôt, nous allons ouvrir le dépôt des candidatures et on ne peut pas dire la main sur le cœur combien de Béninois seront candidats à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a beaucoup de goulots d'étranglement. Et les seules personnes capables de sauter ces goulots-là, ce sont encore les hommes politiques. Mais j'ai l'impression que, qu'on m'en excuse, l'Union progressiste et le Bloc républicain ne sont pas capables de s'entendre pour les bonnes choses. Ils ne sont pas incapables de désigner un vice-président alors qu'on vous en a donné l'opportunité. Seront-ils capables de se mettre ensemble pour corriger ce qui est corrigé politiquement? Parce que c'est la guerre des intérêts. Ce n'est pas possible. Le président Patrice Talon a besoin de candidats pour aller à l'élection présidentielle. À lui seul, on ne peut pas parler d'élection présidentielle le 11 avril. Il lui faut des candidats. On a dit, nous avons institué le parrainage pour éviter les candidats plaisantins. Mais à cet allure-là, on va choisir des plaisantins pour se retrouver en face du Patrice Talon parce que les candidats que j'estime sérieux refusent d'aller commander le parrainage. Alors, qui va trouver le parrainage? Alors, très rapidement, Georges Anagolon, dites-nous, est-ce que selon vous aujourd'hui, le débat juridique et technique est dépassé et qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution politique pour véritablement progresser?
Moi, je suis les différents débats. Pour éviter, pour éviter toute action liée. C'est pourquoi, quand le professeur Olo a parlé, les gens sont jetés, a commencé par le critiquer, a dit tout ce qu'il veut. Non, moi, nous sommes en science et je respecte. Nous sommes en science et je respecte ceux qui développent. C'est comme ça aussi que lorsque le professeur Victor Topanou est venu faire sa démonstration, vous le suivez, il est logique dans la démonstration qu'il a faite. Seulement qu'il y a peut-être des méandres juridiques qu'il ne peut pas forcément maîtriser. Moi, j'ai suivi un autre juriste hier, en particulier maître Akato Atita, et j'étais fier. Moi, je vous dis pourquoi je suis fier. Je suis fier de ce pays-là où, lorsqu'il y a un problème, les différentes doctrines viennent s'affronter. C'est ça, c'est cet affrontement-là que nous cherchons. Et si c'est scientifiquement que vous vous affrontez, lorsque vous descendez du plateau, vous pouvez encore vous embrasser. Moi, j'ai fait un pays où j'ai suivi ces genres de débats, où vous les voyez les mêmes, d'ailleurs, au soir des élections, les mêmes parcours, tous les plateaux. D'accord? Et quand ils descendent, ils se donnent des accolades, et bien ils viennent de... Donc, la solution est-elle politique aujourd'hui? Moi, je pense fondamentalement que la solution est politique. La solution est politique et le premier politique parmi nous, c'est le chef de l'État. C'est pour ça que ceux qui veulent aider le chef de l'État doivent savoir l'accompagner. Et j'étais déjà remonté lorsque le communiqué de UP est sorti. Donc que les gens soient sérieux. Ça, ce n'est pas accompagner le chef de l'État. Aujourd'hui, là, ce qui nous reste, c'est de trouver une solution politique aux problèmes politiques qui s'opposent chez nous et laisser les techniciens juristes à leur place. Ils ont déjà démontré ce qu'ils peuvent démontrer. On peut les laisser à leur place. La solution n'est plus une solution juridique, c'est une solution politique. Et le premier d'entre nous pouvoir donner la main pour trouver la solution politique, eh bien, c'est le chef de l'État, encore lui. D'ailleurs, c'est lui qui a prêté ses mains, c'est lui qui a élu et c'est à lui qu'on peut demander des comptes demain. Quand on a fini avec Soglo, plein de gens ont fait avec Soglo, mais on parle toujours de Soglo. Plein de gens ont fait avec Yaïboni. D'ailleurs, il faut encore, avec le chef de l'État, je voudrais dire, pour ceux qui organisent ces genres de trucs, il a parlé de la génération montante. Nous, on n'est plus une génération, on est déjà une génération qui s'installe. Ceux qui ont reçu tout le temps les attributs de la République, ils ont été profités. Je me rappelle quand nous étions à l'université, nous disons, ceux qui ont grévé pour un pain de savon, pour Palmida à l'université, qu'ils n'avaient pas à nous donner de leçons. Je voudrais dire aussi aujourd'hui, ceux qui ont profité des attributs de la République tout le temps, ils veulent mourir dedans. Je voudrais leur dire, nous on ne veut pas faire la politique de la même manière qu'ils ont eu à le faire. Et quand nous étions à l'université, nous l'avons démontré qu'on ne veut pas faire la politique de la même manière. Je voudrais leur demander de céder. Il y a des jeunes dans ces partis politiques dont vous parlez. Et je pense que ces jeunes-là, si on peut s'attendre, on peut proposer des trucs. Ceux qui ont reçu les attributs de la République tout le temps, il est arrivé à l'heure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que travaille le président Soglo. Il faut que les gens prennent leur retraite et qu'ils aillent se reposer. Nous allons avoir de nouvelles idées. On vous aura compris, Georges Alagonou. Alors, Alphonse Maurice Soudé, lorsque Joël Frédéric Aïfo dit également que les décisions qui ont l'ambition de durer doivent être consensuelles et doivent avoir l'adhésion du plus grand nombre, que peut-on comprendre? Mais c'est vrai, vous ne pouvez pas. Vous voyez, sur un plateau hier, je disais, les évêques, la conférence épiscopale, dans sa session, a demandé, a dénoncé le fait qu'il y a des gens qui sont en train de déconstruire les acquis de la conférence nationale. À la conférence nationale, j'ai eu la chance d'avoir suivi cela, même si c'est de la maison, où à un moment donné, des gens qui ne pouvaient pas parler le même langage se sont vus obligés de faire des sacrifices, de faire des compromis sans compromission. Et aujourd'hui, on ne peut pas... ouais, je dis, les gens se fâchent, mais je vais toujours dire ça. Le chef de l'État sait très bien qu'il ne peut pas compter sur ces deux partis politiques qui se réclament de la mouvance. Parce que c'est des gens qui sont là pour leurs intérêts. Et je dis, n'en déplaise aux gens, le parti de la mouvance qui... Est-ce qu'on insinue que leur rivalité pourrait être préjudiciable? Mais s'ils n'ont pas été capables de se retrouver pour désigner un vice-président, alors que le chef de l'État leur a donné la possibilité, sur quoi vont-ils s'entendre? Ils peuvent s'entendre sur rien. Parce que, vous savez, ce qui me fait mal, regardez dans ces deux partis-là, c'était quand même des gens qui, quand moi j'ai ouvert les yeux, ils étaient déjà dans la politique. Quand j'ai fait mon cursus universitaire, ils étaient déjà dans la politique. Ils se rendaient régulièrement sur le campus pour me faire la cour. Quand j'ai commencé la presse, ces gens étaient toujours dans la politique. Je suis encore dans la presse. Ils ont au-delà de 75 ans. Mais aujourd'hui, ils doivent capitaliser leur expérience. Ils doivent capitaliser. Le chef de l'État, il est plus intelligent que tous. Le chef de l'État, il est plus intelligent. Il les connaît. Heureusement. Oui, il les connaît. Ils savent que ces gens-là, c'est comme deux chiens à qui vous jetez un morceau de viande.
Ils peuvent s'entretuer. Il faut s'entretuer et la viande va rester là. Donc je voudrais demander à ces hommes politiques-là, si tant est qu'ils aiment le chef de l'État, qu'il lui facilite la tâche. Parce que le chef de l'État a besoin de candidats pour aller à l'élection présidentielle le 11 avril. Maintenant, il faut qu'on donne la possibilité. Personne n'est contre le principe du parrainage, hein, mais c'est l'usage qu'on en fait. Dans d'autres pays, on vous dit, pour être candidat, il faut recueillir 1000 signatures de vos compatriotes. Les gens le font. Mais ici, les hommes politiques en ont fait leur chasse gardée. Et je vois que cette affaire va faire que nous allons nous retrouver dans le schéma où beaucoup de candidats ont boycotté l'élection présidentielle. Il y a des noms, les noms de plaisantins qui sortent déjà, qui peuvent facilement, parce que qui vous souviennent qu'en 2001 ici, nous avons fait une élection présidentielle au second tour où on a dit que le président Mathieu Kérékou a joué avec une équipe de 4e division. Donc il va falloir que les Béninois tirent le son du passé. La politique, c'est pas forcément faire du mal. La politique, c'est améliorer les choses. Et le consensus, aujourd'hui, on est dos au mur. On a besoin du consensus. Les hommes politiques doivent s'asseoir pour dire qu'est-ce que nous allons faire. Toutes les théories ont été exposées. Aujourd'hui, c'est côté politique. Il faut que l'UP, parce qu'on ne peut pas faire cette négociation-là, on ne peut pas faire ce consensus-là sans l'UP et le BR. C'est eux qui détiennent les barrets. Et vous avez vu au départ, quand Emmanuel Tiandou a dit que chacun remplira sa fiche sous anonymat, vous avez vu la réaction de l'honorable Gounou, qui a dit jamais. Jamais. Ça veut dire qu'ils savent que si c'était sous anonymat, des députés pouvaient dribbler. Les députés ou des maires pouvaient faire défection et accorder. Parce qu'au-delà de la politique, le professeur Joël Aïvo, il a ses amis. Au niveau des deux partis, d'autres candidats ont leurs amis. Donc, ils se sont rendus compte que si l'instance fêtière du parti ne contrôle pas la délivrance des parrainages, beaucoup de députés ou de maires peuvent leur échapper. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'autre dit, moi, je n'irai pas quémander. Et c'est vrai, nous avons dit ici sur ce plateau, la loi n'a pas dit les conditions dans lesquelles il faut accorder le parrainage. Est-ce que le candidat va se présenter devant un collège de députés et de maires pour faire un exposé de son projet de société ou bien de sa vision? On ne l'a pas dit. Donc aujourd'hui, un député allait dire jusqu'à quel montant pourrions-nous évaluer les scientifiques. Donc, quand on met ces éléments côte à côte, moi je crois qu'il faut que les hommes politiques s'asseyent. Le chef de l'État veut que l'élection soit une fête. La conférence épiscopale a parlé d'élections inclusives, a parlé d'élections transparentes, a parlé d'élections démocratiques. Donc il faudrait que tous ces principes-là soient respectés. Et là aujourd'hui, c'est un peu au niveau des sachants. Le chef de l'État peut appeler ses hommes, peut appeler ses députés, ses maires pour dire libérer les signatures. Parce que moi, j'ai envie d'être bien élu. J'ai envie d'être bien élu. Alors, le dernier point de cette émission, nous sommes presque à la fin. Le Bénin qui a été révélé ne plaît pas aux Béninois parce que c'est un Bénin d'injustice sociale et d'injustice politique. Jean Gounou, est-ce vrai? Je voudrais parler à Joël en tant que sociologue. Et de constater que, d'ailleurs, c'est ça qui rime, c'est ça qui donne le rythme à la vie sociale. Les injustices, il y en a toujours eu. Dans tout régime, dans toute situation démocratique, il y en a toujours eu. Et la lutte sociale, la lutte des classes sociales, c'est pour arriver à bout de cette injustice-là. Donc, dire ça, c'est faire croire aux gens qu'on peut tomber alors dans une société où la justice sociale est totale. Je pense que c'est faux. C'est faux. Et donc, nous pouvons toujours essayer d'améliorer. C'est là notre lutte permanente. D'accord? Dire que le Bénin qui a été révélé est un Bénin d'injustice, c'est une vie d'esprit. C'est une vie d'esprit. Le Bénin non révélé aussi, celui dont parle Joël, sera aussi un Bénin d'injustice. L'injustice sociale existera toujours. Et c'est l'effort des dirigeants à sortir les gens de cette injustice sociale-là, qui est l'effort qui doit être un effort permanent et soutenu. Si c'est ça que Joël veut, eh bien, je soutiens ça avec lui. Mais penser qu'il y a la perfection de la justice sociale dans une société ailleurs, c'est faux, ça n'existe pas et il le sait très bien. Votre commentaire sur la question, Alphonse Pouy-Soudé, le Bénin qui a été révélé ne plaît pas aux Béninois parce que c'est un Bénin d'injustice sociale et d'injustice politique. Non, je crois que quand je prends du recul par rapport à ce qu'a dit le professeur Aïvo, il met l'accent sur le volet social.
il met l'accent sur le volet social. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que cela ne profite qu'à une classe de personnes données. Il parle de la grande majorité. Vous savez, quand des gens ont perdu leur boulot, monsieur, madame, ont perdu leur boulot, ils se retrouvent à la maison. Moi, je suis enseignant, j'ai vu qu'il y a des gens qui, en temps normal, avaient les enfants dans le public. Le privé, aujourd'hui, ils ont du mal à régler les frais de scolarité. Ils ont du mal à faire beaucoup de choses parce que les charges augmentent. Quand vous avez des frères et sœurs qui ont perdu leur boulot, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aucune société ne peut être équitable à 100%. Mais on peut se battre pour relever le niveau de justice sociale. On peut se battre pour donner la possibilité à la majorité des jeunes d'avoir le travail. Parce que c'est ça en réalité. Quand vous, parents, vous avez mis votre enfant à l'école, vous avez formé votre enfant à aller à l'école jusqu'à faire un master, ça devient bac plus 5, et que au lendemain, par exemple, de la soutenance, depuis 2 ou 3 ans, il est resté accroché au jupon de sa mère pour vivre. Quand vous avez un couple disloqué, parce qu'entre-temps, monsieur a perdu son boulot, madame a perdu son boulot, et c'est ça, on parle. Donc je dis, le gouvernement, je crois que dans le budget, on a voté une somme faramineuse pour le social. Il faut donner la possibilité au Béninois. Le Béninois ne veut pas manger et prendre du vin. Le Béninois ne veut pas manger et prendre du vin. Mais il veut se garantir au moins 2 repas dans la journée. Ceux qui ont les moyens peuvent faire déjeuner, petit déjeuner, goûter, dîner. Mais le Béninois moyen, il ne demande pas même le petit déjeuner. Merci. Il demande son déjeuner et son dîner. Merci à vous. Ce qu'il faut quand même faire, je suis d'accord avec toi sur ce volet social-là, mais ce qu'il faut quand même faire, aujourd'hui, il faut comparer la gouvernance de Patrice Talon, le job de Patrice Talon au job que faisait Soglo à la sortie de la conférence nationale. Nous étions dans une situation de reconstruction économique. Et lorsque vous voyez tous les régimes qui se mettent dans une situation de reconstruction économique, il y a peu de place au social. Je vois comment le régime actuel se bat. On a créé un truc, il faut envoyer 5 000 aux gens. On a créé un truc, les gens peuvent aller se soigner. Et parce que dans le système qu'ils ont adopté, il y a peu de place au social. Vous savez, qu'est-ce que les gens ont accepté à Trump? Économiquement, il a réussi. Économiquement, il a fait avancer les États-Unis. Socialement, ça n'a pas suivi. C'est aussi de la même manière. En 1995, en France, Juppé était pour la rigueur économique. Mais ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas parce que socialement, c'était bloqué. Jacques Chirac a été obligé de dissoudre l'Assemblée pour faire... Et les socialistes ont pris la place. C'est cela. Lorsque on est dans ce job où on veut faire une reconstruction économique, il laisse peu de place au social. Et nous l'avions reproché à Soglo sur le campus. Parce que quand il était venu, tout le combat que nous avons fait, ce que nous avons obtenu, c'est qu'il a durci les conditions d'obtention de bourse. C'est qu'il il a fait que 50 mètres de pavés sur le campus. Et nous ne lui avons pas, nous lui avons pas pardonné cela. C'est vrai, quand le social est là, mais lorsque vous rentrez dans une situation de reconstruction économique, je l'ai déjà dit hier, je l'ai déjà dit quelque part. Nos compatriotes, après Soglo, après Talon, on aura les Béninois, l'effort de faire aujourd'hui. Si vous donnez aux Béninois le minimum dont il a besoin, il s'intéresse par ce que vous faites. Merci à vous, Alphonse Moïsoudé. Merci également à vous, Georges Anagonou. Merci pour ces analyses, ces argumentaires très alléchants. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière manche de cette matinale. C'est l'horoscope du jour avec Nansérine Fantoumi pour boucler la boucle. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres que nous révèlent les astres ce mardi matin. Amis Bélier, les astres favoriseront certaines affaires, surtout si cela faisait longtemps que vous vous consacrez corps et âme. L'heure est venue de récolter les fruits de votre travail pour être heureux et vivre selon vos moyens. Taureau, au travail, vous aurez l'opportunité d'entrer dans un nouveau cercle grâce au charme de votre personnalité. La combinaison parfaite de diplomatie et de sens de l'humour vous rapprochera des personnes influentes qui vous apporteront le soutien lorsque vous en aurez le plus besoin. Natif du signe Gémeaux, une situation se présentera par surprise chez vous et ressemblera à un véritable conte de fées. Un don du destin pourrait être au programme grâce à quelqu'un de votre environnement familial qui résoudra facilement un conflit entre proches. Cher Cancer, pendant la journée de travail, les coupures seront constantes. Vos collègues voudront en effet sans cesse avoir votre avis ou vos connaissances. Avec tant de demandes, il vous sera purement impossible de vous concentrer et vous pourrez même en venir à faire des erreurs.
Cher ami Lion, Pluton en sextile à Neptune vous donnera la possibilité de pratiquer la nécromancie. Vous pourrez par exemple contacter les esprits ancestraux de votre territoire pour demander des conseils au cours de cette journée. Vierge, vous sentez que de nouvelles ères professionnelles souffrent autour de vous. Vous êtes capable de trouver de très bonnes alternatives à solutions à tout conflit dans lequel vous vous êtes impliqué ces derniers jours. Ami Balance, sur le plan professionnel, vous traverserez une période très prometteuse grâce à une collaboration externe. Un ami voudra en effet collaborer avec vous, mais il ne sera pas assez concentré. Essayez de l'aider à organiser ses idées. Scorpion, l'amour conjugal se consolidera grâce à un changement interne qui se manifestera à travers diverses actions. Même si vous êtes célibataire, quelqu'un qui souhaite entamer une relation sérieuse avec vous remarquera votre façon de recevoir son amour. Chers Sagittaires, sur le plan professionnel, vous devrez éviter de vous mêler des rumeurs sur des collègues ou amis, surtout si vous postez des commentaires sur des forums chats ou courriers électroniques. Cela pourrait vous porter préjudice à l'avenir. Capricorne, le soleil rejoint dès aujourd'hui votre régent et Jupiter, ce qui se traduit par un peu plus d'optimisme. Vous pourrez cependant exagérer vos sentiments et adopter un comportement quelque peu étrange dans une relation affective. Verseau, si quelqu'un réussit à conquérir votre cœur aujourd'hui, vous devrez reconnaître vos sentiments. N'ayez pas peur de profiter d'une relation qui promet de vous surprendre. Cette romance perdurera si vous abandonnez vos doutes, car elle ne vous attendra pas bien longtemps. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, si vous étudiez encore développer une nouvelle compétence ou un nouveau domaine de responsabilité, vous ne vous sentirez pas encore entièrement confiant à l'heure de passer à l'action. C'est tout, chers internautes, pour le message des As de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Merci à tous. On se retrouve demain pour le même exercice. Portez-vous bien et excellente journée à toutes et à tous.